Toi, Kevin, ça s'est bien passé ta séance là? Pardon? Ça s'est bien passé ton rendez-vous? Oui, j'ai commencé à 11 heures et j'ai fini à 5h30. Ah ouais, sympa. Et voilà. Ouais, c'était bien. C'était cool. Euh, C'était une très, très grosse réunion. Mais ça permet de… Objectif, Pardon? objectif, objectif, objectif. Ouais, exactement. Et puis surtout poser les fondations, on va dire. Tu vois, si je dois parler en termes de coaching, c'est poser les fondations. C'est bien. C'est déjà bien Ouais. que ça se passe, parce que si c'est exprimé déjà, a priori, il y a déjà des choses intéressantes. Oui, oui, c'est bien. Très bien. Alors, bonsoir Fred. Bonsoir. 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 Ça va Frédéric? Ça va, ouais. Ça fait plaisir de te voir. Partagé. Pour la petite histoire, Frédéric, c'est la personne, avant de faire la formation Coaching Way, j'ai fait une première certification, une première formation en ligne. Et justement, j'ai rencontré Frédéric par rapport à cette formation. Voilà. Si jamais. Ouais. Alors, Olivier Scoli, Olivier. magnifique. Ouais. Ah, Olivier, Et- Bonsoir, ça va? tu résous tes problèmes techniques. Ouais, pour toi, j'ai fait les mises à jour et tout. Et puis, voilà, je sais pas. Bon, bref, je ne vais pas vous freiner encore. Bonsoir, Fred, au côté. Salut. Alors, hop, je partage mon écran. Tout le monde voit l'écran? Ouais. Nickel. OK. Bon, je vais commencer le teach back. Donc, analyse transactionnelle, je pense que je le ferai en 2 fois. Parce que ça couvre énormément de choses en AT. Et donc, du coup, l'analyse transactionnelle, on va parler sur plusieurs choses. On va faire déjà un premier récapitulatif de ce qu'est l'analyse transactionnelle. Et puis, surtout, je vais partir aujourd'hui sur les 3 premiers axes, donc les différents états du mois. On va parler aussi des transactions. Hop, je vais mettre comme ça pour que… Voilà. On va parler aussi de ce qui est transaction et des strokes. Et donc, tout ce qui va être scénario et les jeux psychologiques, je pense que je le ferai sur un autre teach back parce que ça va prendre beaucoup de temps. Déjà, je vais donner beaucoup d'informations. Est-ce que c'est OK pour vous? Yes. Ouais, formidable. OK. Alors là, j'ai fait un petit peu quelques petits schémas. Justement, donc l'analyse transactionnelle, c'est parti de Freud. Donc justement, il découpe le psychique en 3 instances, qu'ils appellent le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est relié à ce qui est des émotions. Le surmoi, justement, à l'ego. Et le moi, c'est celui qui fait la transaction. Donc ça, c'est selon Freud. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus après, donc 1960, avec Eric Berne, qui a justement changé ces découpes, on parle de psychique en 3 instances, par les 3 états du moi qu'on connaît, le parent, l'adulte et l'enfant. Et là, quand on parle de cette partie-là, donc d'analyse de cette partie que je suis en train de montrer, on parle d'analyse structurale du premier ordre. L'analyse structurale du premier ordre, on va dire que c'est un peu la carcasse. Ensuite, ça va être un peu plus complexe. On va parler d'analyse structurale du deuxième ordre. On va parler justement, donc dans le parent, on a un parent normatif et un parent nourricier. Donc l'adulte, on a aussi donc on a l'adulte, mais après, on verra avec les états du moi, comment on est. Et les différents enfants. Donc, on a ce qu'on appelle les enfants adaptés. Donc, on parle d'enfants adaptés, on parle enfants adaptés soumis et enfants adaptés rebelles. Et nous, dans la formation, on a vu ce qui était aussi l'enfant libre. Et on a une petite subtilité qui est aussi ce qu'on appelle le petit professeur. Mais j'y viendrai pendant le teach-back. Et ensuite, on ira un peu plus loin encore, où justement, on parlera donc de l'analyse structurale donc du deuxième ordre, donc ce que je viens de vous décrire, avec en plus les analyses fonctionnelles de nos états du moi, justement structurales internes. Donc, à savoir que, par exemple, le parent normatif a un côté
positif et négatif. Est-ce que c'est OK pour le moment? S'il y a des Ouais. questions, n'hésitez pas, hein, je reviens après dessus. OK, donc là, c'est un petit schéma avec les étapes où on va aller plus en profondeur par rapport à l'analyse transactionnelle. Donc déjà, qu'est-ce que l'analyse transactionnelle? Donc, l'analyse transactionnelle a été créée par le psychiatre Eric Berne en 1958. Donc, c'est une théorie sur la personnalité, donc par rapport aux rapports sociaux et de communication. Donc, j'ai utilisé l'abréviation AT pour analyse transactionnelle. Donc, l'analyse transactionnelle se base sur un principe que chaque personne a des actions positives, en fait. Et ça s'appuie sur différents axes, notamment les états du moi, les transactions, ce qu'on appelle les strokes. Donc, les strokes, c'est les signes de reconnaissance, les scénarios de vie et les jeux psychologiques. Donc, c'est sur quoi on va commencer à aller. On va parler justement des différents états du moi. Donc, j'ai fait des abréviations parce qu'écrire état du moi, moi, je suis un peu feignant, donc on met EDM pour état du moi, si jamais. Donc, au niveau des états du moi, on a nos 3 personnalités. Donc, on parle là d'analyse du premier ordre. Donc, c'est le parent. Donc, le parent, c'est ce qu'on apprend, c'est les principes. On a l'enfant. Donc, l'enfant, c'est le siège des émotions. Donc, si on rejoint Freud, c'est le ça. Et l'adulte, donc l'adulte, c'est l'analyse, c'est le domaine du logique. Ça va pour vous? Donc là, on est en surface. Hein. Ensuite, on va parler d'analyse structurale du deuxième ordre. Donc là, c'est là où ça va commencer un peu à se complexifier, où justement, dans le parent, nous avons chez nous toujours 2 parents, un parent nourricier et un parent normatif. On a l'adulte et on a l'enfant. Donc, on parle d'enfant adapté parce que c'est lié à une réaction. Donc, l'enfance, c'est toujours adapté. Donc, quand on parle d'enfance, on s'adapte. On n'est pas dans l'action, on est toujours dans l'adaptation. Donc, on va parler, du coup, là, il manque le adapté. On parle d'enfant adapté soumis, enfant adapté rebelle, et après, on a l'enfant libre. Et du coup, il y aura une définition un peu plus précise de ce qu'est l'enfant libre et du petit professeur après. Donc, le petit professeur, c'est un peu l'adulte dans l'enfant, si jamais. Et on va parler justement donc les états du moi positifs et les états du moi négatifs. Alors, dans les états du moi positifs et négatifs, on va le voir un peu plus tard. Ici, je me suis rendu compte ce matin dans mon PDF que justement, je l'ai mal décortiqué. Là, j'ai rejoint 2 axes, donc ça peut peut-être vous brouiller un peu. Donc, on a ce qu'on appelle deux types d'états du moi. On a ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle des états du moi et on a ce qu'on appelle l'analyse structurale interne des états du moi. Alors, quand on parle d'analyse structurale interne, c'est la fonction où on se donne les permissions et les injonctions. C'est souvent ce langage qu'on a interne. Donc, quand on a notre discussion interne dans notre langage, notamment de nos états du moi, justement, c'est ce qu'on va s'autoriser à faire ou ce qu'on ne s'autorise pas à faire. Et quand on parle de transaction avec les gens, donc de notre comportement vis-à-vis de l'autre, on va parler justement d'analyse fonctionnelle. C'est bon pour le moment? Ouais. OK. Tous ces états du moi ont un côté positif et négatif, si jamais. Donc, on va commencer à y rentrer beaucoup plus en profondeur. Donc là, j'ai pris la partie parent. Donc, si on regarde à droite, on a cette partie analyse structurelle du deuxième ordre, on a le parent normatif et le parent nourricier. Dans le parent normatif, on a, je vais prendre le parent nourricier, pardon. Dans le parent nourricier, donc cette partie-là, on a le côté positif. Donc, le côté positif, c'est qu'il est permissif. Donc, ça veut dire qu'il va prendre soin et c'est celui qui va dire oui. Donc, il rassure, il console, il aide, il encourage, il donne du soutien, il favorise la croissance. Il a une fonction de permission et de soutien. Donc, justement, par exemple, une phrase que pourrait dire quelqu'un qui a ce côté parent nourricier, c'est « on a tous le droit de faire des erreurs ».
Et quand il est dans une réaction émotionnelle forte, il devient le sauveur. Donc ça, c'est un peu le danger, en fait. Donc, ça veut dire qu'il va agir à la place de l'autre, il va déresponsabiliser l'autre, il va materner, il étouffe, il ne s'est pas délégué et il a ce rôle de sauveur. Donc, ça va être « laisse, je vais le faire à ta place ». Donc, ça, c'est un parent nourricier qui est sauveur. Ensuite, on a le parent normatif. Donc, le parent normatif, dans son côté positif, il va fixer des limites, il va donner des règles, il guide, il donne les normes, il a une fonction de protection, et puis par rapport au groupe, il est souvent rassurant. Donc, s'il peut dire, il est important qu'on s'écoute en réunion. C'est quelqu'un qui va donner le cadre. Et dans son côté négatif, il va être persécuteur. Donc, il va chercher des coupables, il fait des reproches. Il juge, il critique, il dévalorise, que ce soit lui-même, quand il est dans un langage interne, donc dans un EDM structural interne, et quand il va être dans un EDM fonctionnel, justement, il va faire des menaces, il va dévaloriser les autres. Donc, par exemple, c'est vous travaillez n'importe comment. Pour le moment, c'est comment. Je sais que ça donne beaucoup d'informations en peu de temps. Non, c'est pas mal. C'est clair pour vous, ça va? Ouais. Ok, cool. Ensuite, on a l'adulte. Donc, dans l'adulte, l'adulte n'est pas que positif. Donc, il est positif et négatif. Donc, l'adulte, il est responsable. Donc, il a la capacité de traiter la réalité. Donc, lorsqu'on parle de comportement adéquat avec la situation. Donc, on va dire, il pose des questions, il répond, il s'informe, il s'organise, il fait des hypothèses, il est logique, objectif, il est centré sur les faits et prend des décisions. C'est souvent lié à ce qu'on appelle la communication non violente. Avec, on observe, on exprime comment on sent et puis on essaie de trouver une solution avec l'autre personne. Donc, c'est assez lié avec ce mode de communication. Donc, on parle d'adulte quand on va communiquer avec les autres dans cette façon de faire cette transaction, justement. Et justement, il va être dans son côté négatif, donc il va être insensible. Donc, il agit froidement et déshumanisé. Donc, quand on parle d'ici par définition adaptée, il maintient justement qu'il est toujours dans cette position d'adulte et il est toujours dans l'analyse. Et quand il est dans l'analyse, c'est un peu comme si on parlait à un robot. L'image qui a été partagée quand j'ai préparé ce feedback, c'était Monsieur Spock. Vous voyez l'image de Monsieur Spock et le robot en forme d'humain. C'est exactement ça, en fait. Et là, justement, on est dans cet excès, et puis chez l'autre, ça peut envoyer une image assez déroutante. Ensuite, on a l'enfant. Donc, on a l'enfant adapté soumis. Donc, c'est le EAS ici, si vous voyez bien. Donc, il va être obéissant, il est capable de se conformer à une contrainte, donc il s'adapte aux règles, il fait ce qu'on lui dit de faire, en fait, il est poli, respectueux, il dit souvent « tu as raison, je vais faire ce que tu me dis ». Et son côté un peu négatif dans l'enfant adapté soumis, c'est qu'il va se comporter comme une victime. Il subit, il se plaint, il s'adapte aux demandes des autres, il ne va rien dire, mais au fond de lui, il va se plaindre et puis il va dire « bon, bah ok, oui, mais je fais de mon mieux, oui, mais je vais essayer de faire mieux ». Donc ça, c'est le côté négatif de notre enfant adapté soumis, victime. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'enfant adapté rebelle. Donc, l'enfant adapté rebelle, dans son côté positif, il est ce qu'on appelle affranchi, donc c'est-à-dire qu'il sait dire non à l'autorité. Il remet en cause les habitudes, les règlements, il discute les normes, il est créatif. Et par exemple, quand on fait une réunion en intérieur, il va dire « mais pourquoi on ne la fait pas dehors ?» Donc, directement, il va proposer des nouvelles idées. Et son côté négatif, c'est qu'il va rentrer en guerre avec l'autorité. Donc, ça, c'est s'il se retrouve dans un état du moins structural interne, général, ça va lui faire monter cette victime et puis il va avoir la phrase « t'as pas le droit de faire ça ». Donc ça, c'est typiquement une réaction d'enfant adapté rebelle et qui est sous l'ordre de l'émotion. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'enfant libre. Alors, l'enfant libre, il est créatif, indépendant, original, spontané, il réagit spontanément, il exprime ses besoins, ses désirs, ses craintes,
Donc, il exprime tout ce qui lui passe par la tête et c'est souvent les jeunes, enfin, comment je vais amener ça? Un enfant libre, c'est celui qui ne va pas forcément se soucier, donc dans son côté négatif derrière, c'est celui qui ne va pas se soucier des autres. Il est souvent assez personnel. C'est comme par rapport à l'image, ça va être un enfant ça va être quelqu'un qui va siffler à côté de vous. C'est quelque chose qui peut agacer à un moment donné parce qu'il ne fait pas attention aux autres. Donc, avoir quelqu'un qui va mâcher et puis qui va c'est pas faire attention aux autres. Donc ça, c'est une action d'un enfant libre. Et là, on est plus sur le côté négatif, donc persécuteur. Donc, on va dire qu'il est impulsif et désorganisé, il prend des risques, il prend de l'espace et il ne se soucie pas des autres. Puis il va dire, de toute façon, bon, je m'en fous, je fais comme je veux. Voilà. Donc ça, c'est une réaction d'un enfant libre, négatif. Et on a le petit professeur. Donc, le petit professeur, c'est l'enfant libre en prenant compte de l'état des autres. Il est entre ce qu'on appelle l'enfant adapté, donc soumis et rebelle, et puis l'enfant libre, justement, avec pas ce côté persécuteur. Il est ce qu'on appelle un peu l'adulte. On dit qu'il est l'adulte dans l'enfant. Ça va être, il va dire, bah, j'ai l'impression que ce qu'on me dit là, c'est pas top. Quelque chose me dit que bah, là, c'est pas juste. Donc, c'est une réaction qui va être d'enfant, dit petit professeur. Est-ce que ça va pour vous pour le moment? Ouais. Cool. Des questions? Non. Formidable. Il y en aurait trop. Il y en aurait trop. C'est quoi trop? Trop par rapport à quoi? Trop par rapport. Alors, du coup, comme on a vu, donc dans les états du moi, il y a toujours un côté positif et négatif. Alors, ce qu'on parle d'un état du moi positif, c'est relié par rapport à la réalité et c'est approprié au contexte. Donc, c'est quelque chose qui reste on va dire, dans le cadre, en fait. Et un EDM, donc un état du moi négatif, est relié à ce qu'on appelle une émotion extrême qui est souvent due ou reliée au passé. On va dire souvent que le passé envahit le présent, donc il est nocif et contre-productif. Donc, quand on est dans une émotion extrême, donc justement qui remonte, eh ben on va enclencher, par exemple, chez nous, notre côté négatif par exemple, si je reprends ici, de notre enfant adapté rebelle. Si c'est une émotion qui ressort due au passé, eh ben on va rentrer en guerre avec l'autorité. Et si c'est quelque chose qui ne fait pas ressortir cette émotion, il va pouvoir dire non à l'autorité, justement, avec ce côté affranchi. Ensuite, on va passer sur les transactions. Donc, maintenant qu'on a vu un peu la structure de nos… Une question. Oui. Est-ce qu'on a forcément tous les états du moi à l'intérieur de nous ou est-ce qu'il y a des gens qui n'en ont qu'un? Ou ni l'un ni l'autre? Pour moi, on a tous les… Alors, je n'ai pas envie de dire que ma réponse va être vraie à 100%, mais pour moi, je pense qu'on les a tous. Je pense qu'à un moment de notre vie, on a tous été un enfant soumis, et puis ça peut faire sortir quelque chose. On a tous été rebelles, mais il y a ce qu'on appelle on a des états du moi qui sont beaucoup plus mis en avant que d'autres. Dans l'enfant adapté, tu vas plus être enfant rebelle ou enfant soumis ou enfant libre, en fonction de ton système que tu as eu quand tu étais plus jeune. Là, on rentre dans ce qu'on appelle les scénarios de vie. Ok. Voilà. Donc, il y a toujours quelque chose qui est dominant. On avait essayé, c'était un dimanche, je me souviens, on avait eu une sorte d'exercice où il fallait faire des tournures de phrases, en fait, qui étaient plus ou moins orientées, c'est-à-dire en tant qu'adulte, en tant que rebelle ou pas. Voilà, donc le fait de s'exprimer, donc ça doit tenir, je pense, encore une fois, aussi pareil, à des états que l'on peut plus ou moins mettre en avant, à certains moments peut-être. Exactement. Ce serait ça, Kevin, à ton avis?
que ça pourrait être ça? Moi, je te rejoins par rapport à ça, parce que du coup, notre langage corporel, pas corporel, mais notre verbal va exprimer, nous, en tant que coach, on le voit en tant que dans le verbal, justement, dans quel état du moi il se situe. Donc, ça te donne des indications. Donc, du coup, on va partir maintenant sur les… Est-ce que, Christelle, on a répondu à ta question? Oui, tout à fait. En fait, ouais, j'avais bien compris que je comprends bien dans quel état du moi tu peux te trouver en fonction des mots que tu utilises et de la façon dont tu t'exprimes. Mais ma question, ouais, c'est de savoir si tu as une personne qui en ait plusieurs, c'est logique, mais par contre, ma question, c'est de savoir si tout le monde les avait tous à l'intérieur de soi et choisissait en fonction de la situation, choisissait en guillemets, hein, dans Ouais. quel état du moi il s'exprimait. Alors ça, c'est quand tu as cette connaissance de toi, mais je pense que si on continue, et puis si j'ai un peu de temps, on va un peu avancer sur après les strokes et tout ça, et je pense que peut-être que la réponse à ta question arrivera là. Ok, merci. J'espère. Donc ensuite, on a les transactions. Donc pourquoi on parle de transactions? On parle de transactions sur nos communications, parce qu'en fait, on parle d'une transaction faite d'un état du moi à un autre état du moi. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'analyse transactionnelle. Donc, c'est la transaction qu'on va donner de nous à l'autre. Donc, pour comprendre ces transactions, on peut se poser 4 questions. Donc, dans quel état du moi interne je me trouve? Est-ce que je me trouve dans une position d'enfant rebelle? Est-ce que je suis dans un enfant rebelle positif ou négatif? Donc, est-ce que je suis en réaction ou je suis en action? Est-ce que je me positionne en adulte? Voilà, donc ça, c'est la première question à se poser. Dans quel état du moi interne je me trouve? Ensuite, la deuxième question à se poser, ça va être dans quel état du moi relationnel je m'exprime? Donc, la façon dont on va communiquer va envoyer ce qu'on appelle un état du moi à l'autre. Troisième question, c'est à quel état du moi de l'autre je m'adresse? Peut-être qu'on va y venir plus tard, justement, par rapport à ça. Les transactions se font souvent… elles sont liées. Donc, un parent normatif va souvent parler à un enfant adapté soumis, en général. Et quel état du moi de l'autre me répond? Donc, là, ça nous permet à nous de détecter les types de transactions qui vont se faire. Donc, on a les transactions complémentaires et transactions cachées. Alors, lorsqu'un état du moi relationnel s'exprime, il va toucher l'autre état du moi visé. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Lorsque le retour est juste, on parle d'une transaction qui est complémentaire. Par exemple, un parent normatif s'adresse à un enfant adapté soumis. Donc, c'est l'enfant adapté soumis qui va répondre au parent normatif. Si je donne un exemple, c'est ne fais pas ça. Je t'ai dit de ne pas faire ça. Là, c'est les phrases d'un parent normatif. Il donne le cadre et il s'adresse à l'enfant adapté soumis. Puis l'enfant adapté soumis dit « Ok, je ne le ferai pas ou je ne le ferai plus ». Là, on a ce qu'on appelle une transaction complémentaire. On a aussi il y a souvent une transaction qui est une double demande. Donc, si la réponse n'est pas celle attendue, souvent, ça implique une incompréhension de la personne. Et c'est là où les problèmes de communication vont se faire. J'ai mis des petits exemples justement pour illustrer tout ça. Donc, j'ai mis le A. Donc, moi, si je vous dis, par exemple, je te dis d'aimer, de partager cette vidéo. Donc là, mon état du moi à moi, donc si je réponds à la première question, c'est le parent normatif. Hop. Mon parent normatif qui est ici, et il s'adresse à l'enfant adapté soumis. Donc, sauf que dans cette demande, il y a un EDM caché, donc justement qui est une demande d'un enfant qui est souvent un besoin de la reconnaissance du parent nourricier. Donc, la demande cachée, c'est l'enfant, donc en général, c'est l'enfant adapté soumis, qui va demander de la reconnaissance aux parents nourriciers. J'ai besoin d'être reconnu parce que par la partage de la vidéo. Et souvent, donc, si on prend la première transaction, donc la demande, hop, vient toucher le parent normatif
en fonction de la personne qu'on a en face, est censé toucher l'enfant adapté soumis, sauf que souvent, la réaction n'est pas la bonne. Donc, quelqu'un qui va être dans son enfant rebelle négatif va dire, par exemple, « J'en ai rien à foutre de ta vidéo, et puis comment il me parle, lui? Il faudrait mieux t'y prendre pour partager sa vidéo. Fais peut-être du contenu de qualité. » Bim. Qu'est-ce qui se passe? Enfant adapté rebelle, qu'est-ce qui va revenir? Donc ça, c'est… Donc on a été chercher l'état du moi de l'autre n'a pas été le bon parce que le mode de communication n'a pas été juste. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a été chercher l'enfant adapté soumis, mais c'est l'enfant rebelle qui a été touché. Donc l'enfant rebelle, dans son langage interne, fait remonter le parent normatif par la réponse, ok, bah, en gros, va te faire voir. Bim, je vais taper en face. Et là, ça crée des conflits. Est-ce que ça va pour le moment? Ouais. Okay. Alors, j'ai repris cette phrase sur… Oui, Claudio. Pardon, excuse-moi de te couper. Juste pour Christelle, en fait, les 3 états du moi sont les 3 composantes principales de la personnalité. Donc, a priori, on a les 3 états au même moment. Et après, comme dit Kevin, comme nous l'explique, effectivement, on doit pouvoir exprimer selon l'état dans lequel on se trouve à une personne, dans l'état dans lequel elle est. Voilà, là, c'est quand on est dans l'état du moi adulte. On s'explique, mais je vais y venir du coup. Là, on a justement la transaction complémentaire. Donc, j'ai repris les mêmes phrases, mais tournées différemment, justement, pour que ce soit plus compréhensible. Par exemple, si cette phrase aurait été dite « Peux-tu aimer et partager cette vidéo ?» Donc, la demande, c'est la demande d'un enfant adapté soumis, justement, clairement, qui dit « Est-ce que tu peux aimer et partager cette vidéo ?» Donc, il y a une vraie demande et qui va essayer de toucher, justement, le parent normatif, enfin le parent nourricier. Donc, ce qui se passe, c'est B va répondre « Ok, je vais aimer cette vidéo et partager. Après tout, si ça peut l'aider, je vais le faire. » La réponse d'un parent nourricier qui vient aider, qui vient en réponse à la demande de l'enfant. Là, on a une transaction qui est complémentaire. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur la demande. Hein. C'est juste A qui s'est exprimé différemment. Donc après, on a ce qu'on appelle la transaction complémentaire adulte. Donc, il y a, par exemple, si un adulte devait faire une demande, ce serait « Peux-tu aimer partager cette vidéo, s'il te plaît? Ça me ferait plaisir et en plus, ça m'aiderait. » Là, on donne quelque chose de factuel. Donc, on dit que ça, le besoin, ça me ferait plaisir. Et en plus, ça m'aiderait, si tu dois détailler, peut-être à me faire connaître et puis à créer plus de contenu. Voilà la demande d'un adulte. Donc, la demande d'adulte, il va aller toucher l'autre. Et il y a cette petite demande, justement, d'aller chercher le parent nourricier derrière. Puisqu'en plus, tu demandes de l'aide. Donc, B pourrait répondre « OK ». Si la réponse de B en adulte, ce serait « OK ». Alors, du coup, ça a été toucher l'adulte de l'autre. Donc, on parle là de 2 personnes qui ont le même mode de communication, bien entendu. Hein. Donc, ce serait « OK ». OK, en fait, la compréhension de cette personne serait « OK, il souhaite que j'aime cette vidéo et en plus, il a besoin d'être connu. Comme j'aime bien son contenu, je vais le soutenir dans cette démarche. » On est sur quelque chose de plus adulte qui va être… Bon, j'ai poussé les traits là, de l'écriture, justement, pour que ce soit bien compréhensible de tous. Et donc, du coup, la réponse, c'est une réponse d'adulte et qui va aller justement toucher un peu la demande qui a été faite de l'enfant soumis, de besoin de reconnaissance, un peu comme en haut. Est-ce que c'est bon pour vous? OK. Donc, voilà ce qui en était des transactions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Non? C'est que je m'exprime bien alors. Regardez, je me donne un bon signe de reconnaissance là. OK, ensuite, on a les strokes. Les strokes, c'est les signes de reconnaissance. Les signes de reconnaissance dans l'analyse transactionnelle, c'est quelque chose d'important, et notamment dans ce qu'on appelle le small talk. Donc, c'est les saluts, ça va, c'est la question sur la météo, la pluie, le soleil, et la pluie et le beau temps, tout ça. Donc, ces signes de reconnaissance sont quelque chose d'extrêmement important, notamment dans nos états du moi et puis dans nos communications en général. L'humain a besoin de se sentir reconnu dans ses communications, en fait.
Et souvent, les strokes qui sont souvent donnés par nos états du moi de parents et sont donnés à l'enfant de l'autre. Donc, les strokes peuvent être positifs et négatifs. OK, donc Eric Berne a défini 4 strokes. Donc, c'est défini plus en 2 types de strokes. Il y a le stroke conditionnel et le stroke inconditionnel. Les strokes conditionnels, c'est ce qui est axé sur les actions et sur le faire. Et les strokes inconditionnels, donc les reconnaissances, sont basées sur la personne, qui elle est. Donc, il y a le stroke conditionnel positif. Donc, le stroke conditionnel positif, donc il va favoriser principalement la réussite, il est toujours positif. Donc, par exemple, c'est comme si on disait, Kevin, ta présentation, elle est superbe. Merci, c'est gentil, vous êtes formidable. Ça, c'est un stroke conditionnel positif. Okay, donc, ça va favoriser justement ma confiance en moi. Il y a le stroke conditionnel négatif, donc il va permettre de donner un retour sur une action. Il peut être positif et négatif. C'est ce qu'on peut appeler le feedback. En fait, Kevin, justement, la présentation, elle est bien, mais le contenu, il n'est pas top. Ça va me permettre, moi, de me donner plus de me dire, OK, il y a des choses auxquelles je dois travailler. Donc là, c'est sur l'action du travail. Il y a le stroke inconditionnel positif, donc qui va favoriser l'autonomie, l'estime de soi, la confiance en soi, et il est toujours positif. Kevin, tu es formidable c'est formidable ta présentation, et en plus, tu présentes super bien. Tu es exceptionnel. Là, on va favoriser justement, je t'ai vu Claudio, on va favoriser justement l'estime de soi de la personne. Je t'écoute. Alors, c'est une question absolument bête, mais c'est qui Kevin? Juste pour savoir. OK. Il y en a plein, hein, tous les Kevin sont formidables. Ah bah voilà. Tous. Super. Ensuite, on a le stroke inconditionnel négatif. Donc, il est toujours négatif et il est destructeur. C'est genre dire, Kevin, tu es complètement mauvais, c'est nul, tu es un bon à rien. Là, on va attaquer directement la personne et il n'y a jamais rien de bon qui va en ressortir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à éjecter de nos communications. Est-ce que c'est OK pour vous pour le moment? Parce que je sais que nous, dans la formation, on avait vite fait vu les strokes, mais on n'avait pas vu ça. Hein. Si je me souviens bien. Donc, les signes de reconnaissance, ce sont ces 4 principaux axes. Donc, en après, fait, oui. L'inconditionnel, ça touche à l'identité de la personne, tandis que le conditionnel, ça touche à ses actions et à ses contenus, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Inconditionnel, tu vas vraiment toucher la personne pour ce qu'elle est. C'est voilà. Et Christelle, tu es formidable. Tu es super, Christelle. J'adore comment tu es. Tu vois? Mais la différence, ce serait ça m'a coupé. Je vais me dire, mais non, ça veut dire ça serait la différence, ce serait tu es bête ou ce que tu dis est bête ou voilà, ce serait un peu ça la différence. Dans un stroke inconditionnel négatif. Ouais. Alors, si je te dis, par exemple, là, Christelle, tu es vraiment formidable. Hop, stroke inconditionnel positif, où tu es vraiment, je te trouve… Ça touche à ma personne. Exactement. Ouais. Ce serait quoi pour toi l'inverse de ça? Bah, t'es nul. OK, alors je te dis maintenant, Christelle, t'es nul. Et là, c'est un stroke inconditionnel négatif. Ouais. OK. Et en plus, il n'y a aucun retour, aucune action, aucun feedback concret par rapport à ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est sur le faire. Par exemple, si je te donne par rapport à ça, Christelle, les coachings que tu as faits sont super. Donc là, on a un stroke conditionnel positif. OK. Et par exemple, s'il y avait un feedback à faire sur un coaching, bah, Christelle, le coaching que tu m'as donné, je t'ai connu faire mieux. Okay. Donc là, tu peux avoir… Là, c'est un peu réduit, mais l'idée, c'est un peu ça. OK. Après, on a l'interprétation des strokes. On parle de filtres. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas certains strokes.
justement, il y a des gens qui n'auront peut-être dans leur vie, malheureusement, jamais connu justement un stroke inconditionnel positif. Et peut-être qu'ils auront grandi dans leur enfance qu'avec des strokes inconditionnels négatifs. Des parents qui vont dire à leurs enfants, t'es nul, t'es bon à rien, t'es pas bon. C'est des choses qui reviennent régulièrement. Et donc, du coup, les gens ne connaissent pas les strokes positifs parce que ça, tu l'apprends quand tu es enfant, en fait. Donc, par exemple, si on me dit, à moi, admettons, donc là, quand je parle de Kevin, je parle de Kevin, moi, pour donner le contexte à Claudio. Ok. Non, je sais maintenant comme ça. Si par exemple, on me dit, Kevin, cette présentation, elle est superbe. Et si, alors je le dis bien, et si dans mon environnement enfant, on ne m'avait jamais donné de stroke positif par rapport à ma personne, justement, je l'aurais interprété comme quelque chose qui n'est pas juste, en fait. Donc, en fait, par exemple, le stroke conditionnel, c'était un stroke conditionnel positif. Donc, c'est en plus, c'est un état du moi nourricier qui vient toucher mon enfant adapté, en fait. Donc, souvent soumis ou libre, peu importe. Donc, il vient justement nourrir ce besoin de confiance en soi, en plus. Donc, voilà la transaction qui est faite initialement. Sauf que moi qui n'ai jamais connu ce genre de stroke, mais je vais l'interpréter différemment. Ça va être mon enfant rebelle qui va être touché, justement, et puis il va dire, mais arrête, arrête de te foutre de moi, clairement. Donc, l'interprétation du stroke inconditionnel négatif, genre, en fait, il y a un truc qui n'est pas juste derrière, donc il va aller plus loin. Donc, justement, état du moi structural interne enfant rebelle qui se déclenche. Donc là, c'est l'émotion qui remonte. Et l'état du moi fonctionnel, donc justement la réponse à cette réaction, part en normatif. Ok, t'arrêtes de te foutre de ma gueule. Bim, il va taper l'enfant rebelle en face. J'ai une question, Kevin. Oui. Est-ce que si tu dis à un enfant, ce que tu as fait, c'est bien, mais tu ne crois pas que tu pourrais faire mieux? Est-ce que tu places ça en conditionnel négatif ou est-ce que ça se place ailleurs? Alors, pour toi, tu te situerais où avec ça? Moi, je pourrais le mettre dans le conditionnel négatif. Il y a le compliment, ce que tu as fait, c'est bien. Puis après, il y a le truc cassé un peu du genre, est-ce que tu pourrais faire mieux? Tu vas te demander toujours mieux. Ouais, tu peux faire mieux. Donc là, tu es en train d'activer ce qu'on appelle un driver derrière à l'enfant. Donc, il y a quelque chose qui est plus puissant, qui va être un driver que l'enfant va mettre en place, qui va être un driver soit fort, soit parfait. Et donc, du coup, tu peux donner cette information si là, tu te positionnes en parent normatif, qui va inconsciemment, même si ton attention est parent nourricier, et parce que la personne a connu que le parent normatif, il va envoyer un élément à l'enfant soumis. Soumis, oui. Et en fait, c'est soit il va accepter, soit il va se mettre en rebelle, ou soit c'est un enfant libre, et puis il y a la structure qui change. Donc après, tu peux transformer ça justement en donnant un feedback, en expliquant bon, c'est quoi meilleur? Quel axe on peut voir pour justement les points, les choses qui peuvent être améliorées pour toi, ou comprendre pourquoi. Et là, on est sur une toute autre démarche. Et là, tu te positionnes plus en adulte, avec cette démarche justement de favoriser la croissance de l'enfant. Ok. Alors, ce que je dis, c'est ma propre interprétation, ce n'est pas une réalité vraie. Enfin, ce n'est pas une réalité vraie. Okay, ça va. C'est comme ça que je l'interprète. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Absolument, merci. Magnifique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, l'humain, on est toujours à la recherche de signes de reconnaissance. On recherche des strokes. Peu importe comment, qu'ils soient positifs ou négatifs, l'humain va rechercher à avoir des strokes. Par exemple, les enfants, ils vont souvent pour avoir de l'intérêt. J'ai une coachée qui est comme ça en plus. Hein. C'est pour avoir de la reconnaissance. Elle a pendant plusieurs années volontairement échoué, en fait. Volontairement échoué, justement, pour être reconnue en tant que personne et pas être plus que les autres. Parce qu'elle avait des facilités, parce qu'elle a des facilités, et puis pour elle, avoir des facilités, c'est être au-dessus des autres. Donc, il y a quelque chose de plus d'au-dessus, enfin, qui est différent. Et donc, du coup, elle s'est dit, mais en fait, moi, je veux juste être comme les autres, et pour être comme les autres,
il faut que j'échoue. Donc, avoir des mauvaises notes, c'est aussi faire le clown pour montrer qu'on existe et être vu des autres. Donc, ça, c'est rechercher des signes de reconnaissance. Il y a une chose qui est, je pense, pour moi, la pire chose, et pour beaucoup d'humains, c'est l'absence de stroke. Donc, c'est de ne pas avoir de signe de reconnaissance. Et souvent, l'interprétation, c'est de dire qu'on n'est pas reconnu et puis qu'on ne se reconnaît pas. Exemple, quand on va dire hey, « salut, ça va ?» la personne qui ne répond pas, moi, le premier truc, c'est « quel con ce type ?» Et ça, c'est typique d'un manque de signe de reconnaissance. On va être dans le jugement et c'est notre enfant adapté rebelle qui va s'activer. OK. Comment tu pourrais réagir en adulte si quelqu'un ne te répond pas quand tu dis bonjour, parce qu'on est bien tous d'accord quand même que c'est un gros con. Ça serait quoi pour toi? Ben, justement, je ne sais pas, parce que toi, tu te dirais, ouais, ben, peut-être qu'il a de bonnes raisons pour ne pas répondre, ou je ne sais pas, mais en même temps, c'est lui chercher des excuses, je trouve. Tu vois. Peut-être qu'il n'a pas La entendu. question Oui. Comment? Lui poser la question. Pourquoi il répond pas? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il n'a peut-être simplement pas entendu. Il n'a peut-être pas simplement entendu. Donc, l'adulte va chercher le factuel. J'ai une question. Les états du moi se reconnaissent aussi chez l'enfant? Oui, Tout petit. tout petit. Alors, tout petit, c'est là où ça se fabrique, en fait. Hein. C'est l'enfant où ça se fabrique. Hein. Je pense, si je me rappelle bien, j'ai peur de dire des bêtises, c'est aux alentours de 12 ou 14 ans que ça commence un peu à émerger les adultes. C'est pour ça qu'on parle de petit prince. Donc, c'est un peu l'adulte dans l'enfant, OK. en fait. Tu voulais dire petit? Oui, Tu voulais dire Professeur. professeur? le petit professeur, c'est un peu l'adulte, c'est dans l'éducation, c'est si on t'apprend à t'exprimer justement factuellement, puis comprendre justement sans forcément être débordé par tes émotions, justement. Non, mais parce que tu as dit petit prince. Donc, mais tu voulais dire petit professeur ou c'est autre chose? Oui, petit professeur, autant pour moi. Il y a un lapsus là-dedans. Et après, les scénarios, je l'ai mis comme ça, mais je pense qu'on verra plus tard. Parce que si je commence à partir vu l'heure, j'ai envie de plus d'avoir un moment d'échange avec vous par rapport à ça. Et je ferai une deuxième partie avec justement les scénarios, les mythes, et puis justement comment se construisent les scénarios de vie. Hein, quand on voit les scénarios de vie, comment ils se construisent, donc par des injonctions, des permissions, on a les drivers, on a le programme, on a les mythes, on a les bénéfices qu'on en tire, et après on arrive sur les jeux psychologiques. Donc c'est vraiment beaucoup plus poussé, donc ça je le ferai sur un prochain teachback. Justement, je pense que là on a vu quand même pas mal de choses. Et puis donc s'il y a des questions, c'est avec plaisir. Moi, j'aurais une question en fait qui est d'ordre de la fréquence. Une personne qui est plus, par exemple, en réaction et en action en termes d'adulte, voilà. Est-ce que les changements d'état du moi vont dépendre de quoi en fait? Est-ce que dans une journée, on peut changer plusieurs fois d'état du moi en fonction de la situation extérieure, en fonction de quoi? En fonction de l'échange avec une personne qui est dans tel ou tel état à ce moment-là? Est-ce que les rapports entre personnes sont conditionnés en permanence par ces états, a priori? Mais comment ça s'alterne d'un moment à l'autre, d'une personne à l'autre? Alors, chaque échange que tu fais avec la personne, ça va être une transaction. Donc, en fait, tu peux à chaque moment de ta discussion avec quelqu'un, passer d'un état du moi à un autre. Tu peux te comporter à un moment donné parce que tu as besoin de recadrer si tu as besoin de recadrer la personne parce qu'elle va trop loin. Tu vas te positionner en tant que parent normatif, justement, pour donner du cadre. Parce qu'il y a besoin. Donc, ça, c'est une transaction interne que tu vas faire, justement. Tu vas peut-être te passer d'adulte à parent normatif, justement, parce que l'adulte n'est pas entendu en face. Et justement, il a besoin de donner du cadre et de justement refaire remonter le parent normatif pour dire hey, là, tu dépasses un peu les bords.
Donc, Donc, les c'est en transactions, permanence. elles sont en permanence. On n'est jamais figé dans un état du moi. Il y a notre réaction, il y a les émotions, il y a plein de choses qui rentrent en compte. L'émotion va faire bouger nos états du moi. Excuse-moi, mais notre éducation aussi, non, je sais pas, par exemple, elle influence. Oula. Notre éducation aussi, elle influence énormément. Je veux dire, on a quand même j'ai l'impression des états du moi qui sont plus forts ou moins forts selon, je sais pas, ouais, ce que j'ai reçu comme éducation, ma personnalité, Exactement. le style dans lequel je vis, etc. Quoi, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On bascule d'un côté et d'un autre sur un état, mais j'ai quand même l'impression qu'on a entre guillemets, des états qui sont plus forts, plus figés en nous que d'autres. Exactement. Ça, c'est Prépondérant, c'est ça. prépondérant, exactement. C'est notre éducation. Ça va être avec les strokes qu'on a reçus. Donc, les strokes, si on a été valorisé dans notre estime de soi, on va pouvoir être beaucoup plus affranchi. Donc, notre enfant rebelle va être beaucoup plus présent, ou l'enfant libre, en fait, va être beaucoup plus présent parce qu'on nous a, dans notre éducation, on a favorisé, justement, dans l'enfance, la prise peut-être de risque, de décision, le fait de conforter l'enfant en disant écoute, c'est bien ce que tu as fait, en donnant un feedback positif ou un feedback qui va être constructif pour l'enfant, ça va le structurer plus tard justement à peut-être s'affirmer plus facilement. Si quelqu'un, on lui dit tout le temps écoute, tes notes à l'école, tu peux faire mieux. Par exemple, si je reprends ce qu'avait dit Fred, tu peux mieux faire. Juste le tu peux mieux faire, l'enfant, il va déjà se mettre en position. Alors, c'est soit il va se mettre en fonction de son psychique, hein, il va soit se rebeller tout le temps, en fait, et ça va être un vrai enfant rebelle, ou soit il va être enfant soumis, il va dire oui, et puis il va mettre en place après ce qu'on appelle nos drivers, hein, les drivers. Hein. Donc, il va mettre en place un driver peut-être soit parfait, parce qu'on dit toujours de faire mieux, donc il va vouloir toujours mieux faire, et puis peut-être soit fort. Donc, il va mettre en place dans ces scénarios. Après, il va créer ses propres scénarios. Il faut que je fasse mieux, par exemple. Donc, il va créer son propre scénario justement pour dire maintenant, il faut faire ça. Et de toute façon, ça se passera toujours comme ça, parce que j'ai été éduqué comme ça. En fait, Dominique, je pense qu'elle a raison sur le fait que l'éducation, en fait, nous apporte beaucoup, mais il y a aussi le contexte immédiat dans lequel tu te trouves, qui va certainement conditionner quel état du moi tu vas utiliser, auquel tu vas faire appel pour réagir. Si tu es en état d'esprit positif, tu vas forcément appeler quelque chose de positif. Si tu n'es pas bien, tu auras une réaction, une interprétation qui va être négative, donc tu ne feras peut-être pas appel à mon état du moi. Donc en fait, ça peut changer en permanence. C'est un empilage de paramètres, l'éducation, l'expérience, le contexte actuel dans lequel tu te trouves, le cadre. En fait, tu ne peux pas savoir comment tu vas réagir. Alors, alors oui et non. Tu as la partie consciente et la partie inconsciente de la réaction. Exactement. Et la partie inconsciente, c'est ce qu'on appelle notre état du moi structural interne. C'est notre langage qu'on a de nous à nous, en fait. C'est nos permissions, c'est ce qu'on s'autorise ou pas à faire. Et ça, c'est souvent lié à nos émotions. Et c'est nos émotions qui vont envoyer nos modes de communication externe, en fait. Ouais, et la compréhension de ça va permettre déjà de définir dans quel état du moi interne je me situe quand je reçois cette information. Ouais. C'est là toute la subtilité de la connaissance de l'analyse transactionnelle. Parce qu'on arrive un peu de plus en plus à se dire, OK, j'ai été touché ça, et puis justement par le travail qui est fait derrière, OK, ça vient toucher telle chose, donc telle blessure qui refait monter cette émotion extrême, et cette émotion extrême due à l'enfance va faire ressurgir justement cet état du moi qui est justement impulsion en fait. Et c'est souvent le côté négatif qui ressort. Donc de l'enfant rebelle, par exemple, il va devenir persécuteur. Et souvent, l'enfant rebelle, persécuteur, est souvent, on le confond avec l'adulte normatif, qui va lui avoir ce côté aussi persécuteur. D'accord. Et ça, c'est des réactions. Donc, du coup, après, c'est la compréhension de ça. Donc, c'est des outils qu'on utilise de comprendre dans quel état du moi interne on se situe. Est-ce que je suis dans l'émotion? Si je suis dans l'émotion, OK, quelle partie de, on va dire, mon enfant a été touchée? Absolument. Oui, ça peut être hyper puissant, ça.
Quand tu sais reconnaître les filtres et les états, C'est effectivement. super puissant, notamment dans le coaching, quand on va amener notre client à communiquer sur certaines choses. Souvent, quand tu écoutes le client dans une situation où où il va parler d'une situation, par exemple, avec son supérieur, il y a souvent soit l'enfant soumis qui revient ou l'enfant rebelle. Et dans sa communication, ça ressort. Ouais, mais il m'emmerde. Ah, ok, victime. Et la victime, là, c'est l'enfant rebelle qui se relève. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pour que tu te sentes comme ça? Ok, et de quoi tu as besoin? Donc, la question du coach, de quoi il a besoin pour justement se positionner en tant qu'adulte dans cette communication, dans cette transaction qu'il a avec son supérieur, qui ne soit pas juste. Et le détecter dans le coaching va permettre justement, nous, de savoir dans quelle position il est, si, c'est OK pour lui, parce que si c'est une transaction qui est saine, donc complémentaire, ça peut être OK, hein, un ordre de parent nourricier de son boss et qui va être dans l'action, si c'est OK pour les deux, pas de problème, c'est OK, ça peut rouler, hein, parce que c'est le cadre. Ou si c'est une transaction qui ne correspond pas en fait avec l'état du mois demandé. J'ai une dernière question. Est-ce que ça reste dans l'éthique du coach, par exemple, de poser une question provocatrice, pour provoquer l'état du moi du coaché? Alors, c'est quoi une question provocante pour toi? Par exemple, tu sais que, par exemple, c'est un enfant rebelle, mais lorsque tu l'interroges, lui, il va dire non, non, moi je suis plutôt soumis cela. Tu as détecté, toi, qu'il était rebelle, mais il ne veut pas l'admettre. C'est-à-dire que lui, il n'accepte pas. Poser une question qui va provoquer, aller réveiller cet enfant rebelle pour vérifier ça, et puis après lui faire remarquer que, tu vois, c'est-à-dire le pousser dans ses retranchements par la question. Par exemple, tu ne poseras pas la même question à un enfant soumis qu'à un enfant rebelle, on est d'accord? Parce que la réaction ne va pas être la même. Ça dépend de la démarche du coach, ça dépend de ce que tu vas chercher, et surtout, pourquoi on le fait. Le but, par exemple, si tu as un coaché qui refuse d'accepter un de ces états du moi, admettons que cet état du moi, ce soit le plus important qui le bloque, mais qu'il ne veuille pas l'accepter, parce que c'est toujours le problème d'accepter ce qui ne va pas. Et à un moment, imaginons qu'il soit acculé, la seule façon, c'est de le mettre en face de ce qu'il est. Tu vois? Donc, c'est-à-dire aller provoquer le côté désagréable pour faire remonter cet état-là, pour qu'il prenne conscience que là, il signe dans un état qu'il est en train de nier. Tu vois où je peux aller? Alors ça, c'est ton interprétation. C'est l'interprétation du coach. Nous, avec le coach, on peut faire des suppositions, mais on ne va pas l'emmener à notre propre déduction. Peut-être que lui est vraiment enfant adapté rebelle, peut-être soumis, peut-être que l'action, c'est un déclenché. Donc, nous, on ne va pas l'amener, c'est une forme d'induction. Donc, on induit par nos questions à l'emmener sur quelque chose que nous, on pense qu'il est. Et ça, dans le coaching, c'est non. D'accord, ok. On va l'emmener, pourquoi tu te sens comme ça, on va l'amener à explorer l'émotion qu'il ressent, justement, pour qu'il ait sa prise de conscience. Et qu'est-ce que, par exemple, si tu dis qu'il n'admet pas, j'admets pas être enfant rebelle, ok, c'est quoi admettre pour toi? C'est ça la question, c'est quand tu dis on va l'amener à prendre conscience de cet état-là, en fait, c'est. Ciao, Frédéric. Tu vois, c'était le comment tu l'amènes, c'est ça le truc, la vraie question. Par la question. Jusqu'où tu peux aller pour l'amener. Voilà. Alors, c'est par les questions, et puis justement, c'est justement le fait nous, on ne va pas lui dire, on ne dit pas à nos clients, tu es dans telle position d'état du moi. C'est des indicateurs pour nous de savoir ses blessures, de savoir où il se situe, de savoir quelle émotion a été touchée et de quoi il va avoir besoin. Donc, on parle vraiment du besoin de notre coaché pour qu'il puisse justement, lui, trouver sa propre solution pour passer cette étape. Si c'est un problème de communication et puis qu'il se situe, par exemple, tu as le parent nourricier qui vient toucher l'enfant adapté soumis et que lui, il veut se positionner en enfant rebelle pour répondre justement non, je ne suis pas d'accord, et que sa structure, c'est de l'enfant soumis, c'est quoi le truc? C'est ce que lui, il a vraiment envie ou c'est toi qui as envie de l'emmener là? C'est vrai. En fait. C'est justement l'intérêt, je pense, de ces outils psychologiques qui, pour le coach, en tout cas, ce que j'en ai compris, ne doivent pas être des outils, mais des indicateurs, comme tu l'as justement dit. Parce qu'on n'est pas des psychologues, en fait, on n'est pas des thérapeutes. Et c'est vrai que ça peut être dangereux, je pense, d'utiliser un outil qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne maîtrise pas de la bonne manière. Du coup, un indicateur, finalement, c'est laissé à
à l'appréciation personnelle de chacun. Est-ce que c'est un indicateur que tu vas pouvoir appréhender, que tu vas pouvoir maîtriser, en tout cas, ou en tout cas aborder, tout simplement, mais pas l'utiliser en tant qu'outil, il me semble. Hein, mais... D'accord. C'est un outil, alors c'est un outil psychologique, hein, c'est de la psy, hein, là, cet outil. Et nous, ça nous permet de comprendre justement. Alors après, sur le deuxième teachback, ça va permettre de comprendre comment les drivers se sont mis en place, quel scénario de vie il va se mettre, quel mythe il met en place, enfin, tous ces protocoles, parce qu'un driver, on a tous nos drivers, ils ont tous été à un moment, comme on le sait, ils sont efficaces à un moment donné, mais ils nous permettent aussi de ne pas donner on ne s'autorise pas certaines choses avec nos drivers. Et l'idée, c'est de se donner des permissions. Et le coach va donner les permissions par rapport à ça. Et notamment avec les états du moi, il va permettre justement d'avoir une compréhension dans quel état du moi il est, si c'est un enfant, de quoi il a besoin. Ouais. Et puis, comme c'est les émotions, c'est souvent là où ça ressort. Moi, j'avais une question pratique, parce que tu donnes l'exemple de quelqu'un qui est en enfant rebelle face à son manager, par exemple, et qui dit « il m'emmerde ». Et tu as dit « on va lui demander de quoi il a besoin pour passer à une communication d'adulte ». Tu peux évidemment pas le formuler comme ça avec un coaché qui… Et comment tu le formules exactement, toi Alors, attends, si tu me laisses… Par exemple, un enfant, il dit, s'il y a quelqu'un qui me dit, moi, quand j'ai mon manager qui me donne un ordre, ça m'énerve. Là, dans l'état du moi, on sent que le manager, quand il donne l'ordre, c'est un parent normatif qui va toucher l'enfant soumis parce que c'est le cadre de l'entreprise, d'accord? Et ça vient toucher son enfant rebelle. Ouais. Parce qu'il se sent énervé. OK? Et là, la question, c'est OK, quand tu te sens énervé, de quoi tu as besoin pour te sentir apaisé? Ou la question du coach, c'est quoi l'inverse d'énervé? Et puis, il va te dérouler, OK, énervé, c'est serein. OK, tu te sens serein quand? Quand je suis comme ça, de quoi tu as besoin pour passer de quand tu es énervé à serein? Et si on te répond qu'il soit moins con, tu fais comment? Est-ce que c'est sous ton contrôle? Ouais. Non, alors qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Comment je me sens? OK, tu as besoin de quoi pour te sentir bien? Le gifler. Et si c'est OK, et là, tu peux l'amener à dire OK, quelles seraient les conséquences de cette gifle? Comment tu te sentirais après ça? Et bien tu fais dérouler. Oui, alors c'est peut-être pas la bonne solution. OK, de quoi tu auras besoin? Peut-être d'être plus affranchi. OK, c'est quoi affranchi? C'est de lui dire que moi, j'accepte pas ça. Ah, là, il y a un truc qui est en train d'émerger, adulte. OK, je ne me sens pas. OK, donc tu ne te sens pas ça. Ce serait quoi si tu lui dis? Écoute la manière dont tu… Et souvent, le client, il va amener la solution tout seul. Hein. Ouais. Il amène la solution. Il va peut-être te le formuler après de comment il pourrait lui le dire de manière enfant rebelle, et toi, tu peux lui dire est-ce que tu pourrais reformuler ça de manière à ce que l'autre personne en face l'entende ce besoin. Ouais. OK. Et tu parles du besoin, et on sait que le besoin, c'est quelque chose qui est vital chez le coaché. Hein. On va toujours chercher le besoin parce que c'est là où tu as les croyances, c'est là où tu as, tu vois. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parfaitement. Regardez, hop, je m'envoie un stroke. Voilà, je suis formidable. Inconditionnel, positif. Formidable. Tu pèses mes mots. Et tu pèses tes mots. Très posé. Du coup, vous avez vu, ça a pris quand même pas mal de temps. Hein. Ah, mais c'est bien. Il y a pas mal de matière, donc c'est bien de faire en plusieurs fois. Le diplôme d'analyse transactionnelle, c'est 4 ans, non? Oui, c'est ça que j'allais dire, j'allais demander. Ah, On fait ça en 40 minutes. Ouais, non, là, c'est vraiment la 2 surface. fois 40 minutes quand même. Allez. Oui, c'est vrai que dans l'information, on est passé super rapidement en fait là-dessus. Enfin, c'est passé Je trouve aussi. plusieurs outils comme ça psychologiques, mais assez rapidement justement. En n'allant même pas dans le détail. Là, c'est ça. Et puis quand on regarde, tout est lié. Et quand on regarde par exemple les états du moi interne, comment ça vient toucher la communication, donc nous, comment on se sent, comment le client va recevoir l'information. Notre communication, si on prend par exemple ton feedback avec la CNV, Claudio, on voit qu'on se situe dans la position adulte,
tu vois. Donc, ça peut être un outil qui va être intégré à, tu vois, beaucoup de choses est liées. Les drivers, comment les drivers se sont formés, enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en compte et puis bah, vraiment tout se colle. C'est ce système qui est en place, en fait. Et c'est passionnant. Quand je vous dis que c'est quelque chose qui, pour moi, me passionne, c'est vraiment très passionnant. Ça se voit pas du tout que ça Ça se voit te plaise. pas. Ouais, aussi. Non. Tu Non. vois, c'est La gueule et tout. Je sais pas. ouais, il n'y a pas d'intérêt. Non, enfin, voilà, ça se Vous voit. êtes un enfant snob, allez, on va dire. Voilà, exactement. Heureusement que ça t'intéresse pas beaucoup, parce que qu'est-ce que c'était si ça t'intéresse? T'as vu? J'ai fait que le strict minimum. Ah, t'as fait le minimum, waouh! Comment ça se fait que ton driver soit parfait après ça? Franchement, j'ai travaillé mon driver soit parfait là-dessus, hein, parce que j'ai envie de taper du détail. Hein. Quand j'ai commencé à faire les schémas, j'ai dit attends, peut-être que je vais un peu loin là. J'ai dit, je pourrais aller plus loin et puis dire non, du coup, on va s'arrêter là. Kevin, tranquille. Tu prévois une deuxième partie? Oui, je prévois une deuxième partie. Qui aborderait quoi? Ce sera là, on va apprendre justement les scénarios, Mhm. les injonctions et les permissions, justement les mythes qu'on se crée. Il y aura aussi les jeux psychologiques, parce que les jeux psychologiques en font partie. Il y a quoi d'autre? Il y a les drivers. On pourrait presque faire un Je veux dire, driver. tu es parti sur un troisième, là. Ouais, non, c'est supra Moi, je veux complet. bien faire un teachback driver. Écoute, c'est très bien. Moi, ce que je fais le reste et je te laisse les drivers. Ça va bien. Donc là, on est parti pour 4 ans. Tu vois? C'est bien, Voilà, comme ça, on ne se quitte pas. Voilà. Exactement. Dehors, Alors, comment ce Allez, teachback, comment continuer à, tu vois, tout ça. à vivre comme ça. Voilà, super. On a Moi, pour 4 ans, les gars. On vous a avez pour vu? 4 ans. Je vais vous poser une question, justement. Là, c'est un stroke que je vous envoie. Comment il est le teachback? Il était vachement bien. C'était complet mais clair. Et ouais, j'ai trouvé bien et j'ai trouvé que le rythme dense et rapide était top. Et là, on a quoi comme stroke qui a fait Conditionnel positif. Voilà. nickel. C'est bien. Non, franchement, non, mais top. Franchement, Donc c'est la semaine prochaine, le prochain, ou c'est quand? Non, après, on a le prochain, je ne sais plus qui c'est. Je crois Le mien, c'est le 12. Hein. le 12, je crois que je ne sais plus qui c'est la semaine prochaine. Je vais te dire, je suis en train d'ouvrir là. Michel, tu fais quoi le 12? Excuse-moi, parce que moi, je suis un peu l'élément rapporté là. Alors, nous, on fait tous les mardis. On a les teachbacks. Donc, le 6, c'est. Le 5, c'est Marine. Ouais. Ah, d'accord. Et Les fait 7 sur regards quoi? du coach. Les quoi? Les 7 regards du coach. Et puis Christelle, ce serait du côté du 12 octobre avec les contrats. Ouais, Un les contrat. contrats et rémunération, un peu de voir un peu ce qui se passe. Et donc, j'ai dernièrement une copine qui a reçu un devis à 260 francs de l'heure. Waouh. C'est un PCC ou un. MCC. Même pas. C'est un Non. XCC. C'est le Donc, Non, il y mais a ça- vraiment de tout, quoi. le prix. Si à partir du moment où quelqu'un est prêt à le payer, j'imagine que. Pourquoi Ok, pas. alors, je vais faire un truc. C'était pas pour de l'entreprise, justement. C'était pour du coaching privé. Hein. Ok. Alors, moi, je vais faire un truc là. Je vais arrêter. Regardez. Là, je vais faire mon parent nourricier. Je vais donner du cadre. Je vais vous remercier. Puis, je vais arrêter l'enregistrement. Merci, Kevin. C'était fantastique.